l'exercice de la liste palindrome, enfin la plus longue liste palindrome. Je vais vous expliquer ça de manière... essayer de simplifier le plus possible. Je vais vous expliquer d'abord la solution avec une liste inverse. Ensuite, la solution sans utiliser de liste intermédiaire. Mais tout d'abord, pour les listes, il faut faire attention là. Bon, je vais vous montrer le code que je vais vous envoyer de toute façon. Ici, j'ai déclaré ma liste. Là, j'ai la fonction créer nœud qu'on a vue. Là, j'ai la fonction ajout en tête, ajout après, affiche liste. Et là, j'ai une fonction liste inverse qui me sert à créer l'inverse de ma liste. D'accord? Là, j'ai une fonction supprime après. Là, la fonction supprime dernier que je vais utiliser dans ma fonction qui cherche le plus long palindrome. Donc, qu'est-ce qu'on va faire je vais pas expliquer le code directement, je vais utiliser des schémas, c'est mieux, parce que là, expliquer un code, c'est pas très... Alors, on va voir un petit exemple, d'accord, d'une liste. Je préfère... Donc, 1, 2, et 2. Et là, on a bien sûr nul. Donc là, quand je crée la liste inverse, elle va être de la même taille. On va juste avoir l'inverse. Donc là, j'ai 2, là, j'ai 3, là, j'ai un autre 2, là, j'ai 1. Et là, bien sûr, j'ai le nul. Ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire, pour bien répondre à une question, il faut bien la comprendre. Donc là, il nous demande de chercher la plus longue, le plus long palindrome, qui existe dans la liste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois tester tous les palindromes possibles, c'est-à-dire tous les sous-ensembles d'un ensemble, d'accord? Et ça, c'est un problème combinatoire. Donc, comment je vais faire, moi? Comment je commence? Je vais d'abord chercher, ça veut dire quoi, tous les sous-ensembles de cet ensemble-là? Donc, par exemple, toutes les listes, je vais tester. Toutes les listes qui commencent à partir du premier nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais tester, est-ce que cette liste-là, c'est un palindrome? Est-ce que celle-ci, c'est un palindrome? Et est-ce que celle-là, c'est un palindrome? Ça, ces trois listes-là, ou là, ces trois sous-listes-là, ce sont toutes les sous-listes qui commencent par le premier nom. D'accord? Ensuite, je dois tester toutes les sous-listes qui commencent à partir du deuxième nom. C'est-à-dire cette sous-liste-là et celle-ci. OK? Et à la fin, je vais tester toutes celles qui commencent par le troisième nom, c'est-à-dire celle-là. Dans notre cas, notre liste est de 4. Voici donc toutes les sous-listes qu'on doit tester. Donc, en gros, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? On a 6 sous-listes qu'on doit tester. Maintenant, pour pouvoir tester ces sous-ensembles-là, on utilise une liste inverse pour cette solution-là, pour cette première solution. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais me positionner, donc j'enlève ça, là c'est bon, vous avez compris. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me positionner sur le premier nom. Pardon. D'accord, je vais me positionner sur le premier nom. Et je vais chercher toutes les sous-listes en utilisant la liste inverse. Ça veut dire quoi? Je veux par exemple tester est-ce que cette liste-là, elle est palindrome. Qu'est-ce que je fais? Je vais comparer
un à un les éléments, c'est-à-dire comme ça. Ça, c'est la solution la plus naïve qui existe en utilisant les listes inverses. Donc, je compare celui-là avec celui-là, le 1 avec le 2. C'est comme si je faisais ce genre de comparaison. Je compare ça, ensuite, je compare ça, etc. D'accord? Donc, je compare élément par élément. Là, bien sûr, puisque la liste elle est palindrome, on peut s'arrêter au milieu de la liste. D'accord? Donc, je ne suis pas obligée de parcourir toute la liste inverse. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que Kindelna, est-ce que 1 est égal à 2? C'est la même chose ici, est-ce que 2 est égal à 1? Okay. C'est le même cas. D'accord? Maintenant, si je veux tester, Haka, on a testé la première sous-liste, qui est la plus grande. Maintenant, je veux tester cette sous-liste-là, celle-ci. Si je veux tester celle-ci, dans la liste inverse, je dois pas commencer par le premier nœud. Je dois commencer par le deuxième nœud. D'accord? Donc, à chaque fois que je teste une autre sous-liste, j'avance dans la liste inverse. Et pareil pour celle-ci. Quand je veux tester est-ce que cette sous-liste-là, 1, 2, elle est palindrome, je commence par le troisième nœud. OK? C'est pour ça que là, dans mon code, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai en entrée une liste. J'ai là un pointeur vers un nœud. Pourquoi? Parce que je veux sauvegarder, je veux afficher la liste, la plus longue liste palindrome. D'accord? C'est pour ça que j'utilise la dynamique. Tout le monde n'est pas obligé de l'utiliser. Mais c'est bien de l'utiliser. Pourquoi? Pour vérifier est-ce que votre calcul il est juste. C'est-à-dire est-ce que vous avez bien trouvé la liste palindrome ou bien vous avez un chiffre, genre par hasard, vous êtes tombé sur le bon chiffre de la plus longue liste palindrome. Donc là, j'ai plusieurs pointeurs, P, T, Y, S, I. Ça, c'est pour dire liste inverse, S inverse. Là, j'appelle ma fonction inverse qui va inverser la liste. Ensuite, j'ai la plus longue boucle qui va me servir à parcourir la liste principale, donc la liste originale. Après là, je mets P reçoit SI, c'est-à-dire P reçoit la liste inverse. Pourquoi on parcourt la liste inverse à l'aide d'un pointeur? Parce que la liste inverse, à chaque fois, je vais l'utiliser pour chercher est-ce qu'une sous-liste, elle est palindrome. C'est-à-dire, je l'utilise premièrement pour le premier nœud, ensuite je vais l'utiliser pour le deuxième nœud, ensuite pour le troisième nœud. D'accord? Là, bien sûr, j'ai fait while S flèche suivant différent de nœuds parce qu'on ne va pas tester pour le dernier nœud de la liste. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais while P différent de nul. Donc, tant que je n'ai pas parcouru toute la liste inverse. Qu'est-ce que je fais? Je fais T reçoit P. Donc, T, il est aussi dans la liste inverse. Et Y reçoit S. Donc, Y, il va me servir à parcourir la liste originale. Et T va me servir à parcourir la liste inverse. OK? Et là, j'ai un cas qui est égal à 0, c'est-à-dire que j'initialise à 0. Ce cas-là va me servir à compter le nombre à compter la longueur de ma liste, tout simplement. De la liste palindrome. Donc, je mets ça en commentaire. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ai un Y qui est sur la liste principale, un T qui est sur la liste inverse. Et là, je compare élément par élément. D'accord? Et à chaque fois que je trouve qu'un élément, il est égal, je mets K++. D'accord? Si je trouve au moins un élément qui n'est pas égal, je sors de la boucle directement. Donc, je ne vais pas continuer à parcourir la boucle. Là, j'ai un T qui avance dans la liste inverse et le Y qui avance dans la liste principale. À la sortie de cette boucle-là, de cette boucle while avec le T différent de nul, à la sortie de cette boucle, j'aurais fait une seule sous-liste. D'accord? Par exemple, dans la première itération, à la sortie de cette boucle-là, j'aurais fait cette sous-liste-là, la première. D'accord? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me repositionner sur le début de la liste principale. C'est pour ça que là, je refais Y reçoit S et je dois avancer dans la liste inverse. Pourquoi? Parce que là, je vais tester le sous-ensemble. Donc, le dernier élément HADA de la première sous-liste, ça m'intéresse pas. D'accord?
Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais P reçoit P flash suivant. Donc, j'avance dans la liste inverse. OK? Oui, on a mis, pardon, else break. C'est-à-dire que si je trouve un élément qui n'est pas égal, je sors. OK? Pourquoi? Parce qu'on est en train de comparer la liste, la liste Tana, on est en train de la comparer à partir de l'extérieur. Donc, هكذا je compare. OK? Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, une fois qu'on aura donc toute cette partie-là, regardez toute cette partie-là. Bien sûr, après, si vous avez le temps, je sais que vous êtes occupé avec les révisions et tout, vous pouvez dérouler le programme ou un petit exemple comme celui-là. Alors, toute cette boucle-là, elle me sert à trouver tous les sous-ensembles de la liste principale, en commençant par, dans un premier temps, on commence par le premier nœud. Une fois que je sors de cette grande boucle, qu'est-ce que je fais? J'avance dans, c'est-à-dire à la première itération, j'aurais testé, tous les sous-ensembles qui commencent par le premier nœud. Donc, quand je sors, qu'est-ce que je fais? S reçoit S flèche suivant. C'est-à-dire que j'avance dans la liste principale. Donc, je vais chercher tous les sous-ensembles qui commencent par le deuxième nœud. OK? Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais supprime dernier élément de la liste inverse. Pourquoi? Parce que je n'ai plus besoin de considérer le premier nœud. Donc, je supprime ce nœud-là. Bon, là, moi, je l'ai fait dans une fonction, mais on aurait pu le faire avec quelques instructions seulement, sans avoir faire appel, à une fonction. Donc, je réexplique rapidement pourquoi j'élimine ce dernier nœud, parce que maintenant, on est en train de maintenant, on est en train de considérer cette liste-là, d'accord, qui commence par 2. Donc, ce nœud-là, j'en ai plus besoin. Okay, c'est pour ça que je l'enlève de la liste inverse. D'accord, il ne m'intéresse pas. Voilà. Alors, je refais tout ça pour tous les sous-ensembles de ma liste principale. Et à la fin, je vais retourner le max. C'est-à-dire, là, on a un if k supérieur à max. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on teste un sous-ensemble, on fait le test est-ce que k est supérieur à max. Et on fait étoile D. C'est-à-dire, là, j'ai un pointeur D qui est un pointeur vers une liste. Et on sait que pour changer le contenu d'un pointeur, je dois transmettre son adresse. C'est pour ça que j'ai transmis à la liste, à la fonction palindrome, j'ai transmis l'adresse de la variable D. Là, qu'est-ce que je fais? Je fais le contenu de D, c'est-à-dire le contenu du pointeur D, reçoit S. S, dans ce cas, c'est-à-dire que le début du palindrome que je viens de trouver. Pourquoi? Parce que regardez ici, S il avance à chaque fois. Donc si j'avais trouvé un très long palindrome avec S pointant sur le premier nœud, le D va être égal au premier nœud. Oui, D c'est le début de la plus longue liste palindrome que j'aurais trouvé. C'est pas forcément la tête de la liste. Si par exemple, le plus long palindrome, par exemple, dans l'exemple, le plus long palindrome, c'est 2, 3, 2. Dans ce cas, le D va recevoir S, et S, il pointerait sur la variable 2, c'est-à-dire sur le deuxième nœud. Donc, on peut dire oui que D, c'est la tête de la liste palindrome, de la plus longue liste palindrome. T pointe vers l'inverse, oui. T, il pointe vers l'inverse de la liste. Bon, donc je disais que là, le D va recevoir le début de la plus longue liste palindrome. Ensuite, moi, à la fin, quand j'appelle ma fonction,
je vais utiliser head-loader pour parcourir, c'est-à-dire pour afficher la liste que j'ai trouvée, la plus longue liste palindrome que j'aurais trouvée. D'accord? Donc là, puisque la fonction palindrome, elle me retourne un entier. Donc là, j'ai déclaré une variable L qui va recevoir palindrome de tête, adresse de D. Donc là, pour vous montrer dans le main comment je fais, parce que j'ai vu que dans les solutions que certains m'ont envoyées, des fois, ils laissent le main vide. Je ne sais pas ce qu'ils, par fainéantise ou bien parce qu'ils n'ont pas su comment le faire. Mais bon, là, j'ai créé, moi, ma liste. Là, j'ai liste tête reçoit nul. Bon, je vous conseille de toujours, quand vous créez une liste dans votre programme, de toujours initialiser la tête à nul. D'accord? Là, j'ai un pointeur PRD précédent. Là, j'ai quelques variables, N, I et E. Le N va me servir à donner le nombre d'éléments. Le E va me servir à lire ces éléments-là avec un scanf. Là, je vais faire un ajout en tête. D'accord? Ensuite, je vais faire précédent reçoit tête. Là, c'est une liste FIFO. D'accord? First in, first out. Alors, ça, c'est le code que je vous ai donné dans le cours. Ensuite, là, je commence for i allant de 2, i inférieur ou égal à 1, et à chaque fois, je dis à l'utilisateur, donnez un entier, etc. Donc, même si vous, dans votre code, vous savez ce qui se passe, il faut à chaque fois mettre un printf, d'accord? C'est très utile pour ne pas vous perdre. Donc là, à chaque fois, je fais un scanf et je fais ajout après précédent. Ensuite, à la fin, qu'est-ce que je fais? J'affiche ma liste. C'est toujours très utile d'afficher votre liste après l'avoir créée. D'accord? Comme ça, vous allez voir est-ce que votre liste a été créée correctement. Parce que peut-être que vous avez l'impression que ça a été créé correctement, mais quand vous allez afficher, vous allez trouver que, par exemple, il n'y a pas de nul, c'est-à-dire la liste ne s'arrête pas, il y aura une faute de segmentation, etc. Donc, je vous conseille de compiler au fur et à mesure, surtout dans l'examen TP. Ne laissez pas jusqu'à la fin, après avoir écrit tout le code, c'est-à-dire après avoir répondu à toutes les questions. Dès la compilation, après, vous allez vous retrouver avec 36 000 warnings et erreurs. Vous allez paniquer, vous n'allez pas pouvoir corriger les erreurs de compilation. Donc, un conseil, compilez au fur et à mesure que vous créez vos fonctions et que vous créez vos variables et vos structures de données. Il ne faut pas laisser la compilation jusqu'à la fin. Et bien sûr, il faut surtout savoir lire les erreurs. Ça, c'est très très important. Quand le compilateur vous affiche une erreur, regardez. Là, il m'affiche la ligne. Il me dit dans quelle ligne il y a un problème. Bon, là, c'est un warning, donc je peux l'ignorer. Mais là, il m'affiche la ligne. Ça, c'est très utile. C'est-à-dire que vous allez directement, même les lignes là, elles sont écrites. Vous allez sur la ligne. Parfois, il affiche même la colonne. Et là, en général, pourquoi on fait une instruction une seule ligne? Pour éviter qu'il y ait une erreur, on sait quelle instruction elle est en train de causer l'erreur. D'accord? Donc, il faut bien lire vos erreurs de compilation. Je sais qu'elles sont écrites en anglais, mais il faut faire un effort. Même si vous ne comprenez pas l'anglais, il y a des erreurs qui se répètent, qu'il faut comprendre. Il faut savoir c'est quoi ces erreurs. Maintenant, si vous ne comprenez pas du tout l'erreur, même en anglais, même si vous comprenez l'anglais, l'erreur, parfois, on la comprend pas, eh bien, vous allez juste sur la ligne, vous essayez de voir c'est quoi le problème. D'accord? Comme ça, vous n'allez pas être bloqué à cause d'une parenthèse ou à cause d'un e-commercial, etc. D'accord? Donc voilà, je voulais faire cette remarque sur les erreurs de compilation, etc. Maintenant, parfois, on a des erreurs de compilation du genre segmentation fault. Alors, segmentation fault, c'est-à-dire, oui, le programme il est en train de s'exécuter, en bas, j'ai comme une fenêtre d'erreur, il faut arrêter le programme. Maintenant, c'est dans le cas où vous accédez, par exemple, à une case qui n'existe pas. D'accord? C'est-à-dire, vous êtes en train d'essayer d'accéder à une case mémoire qui n'existe pas. Ce genre d'erreur n'est pas détectable par le compilateur, parce qu'à la compilation,
le compilateur, il va juste voir, bien, vous êtes en train d'affecter quelque chose à quelque chose d'autre. Par exemple, je suis en train d'affecter un pointeur vers, je sais pas moi, un autre pointeur. Enfin, il y a plusieurs exemples. Donc, le compilateur ne va pas détecter ce genre d'erreur. Ce genre d'erreur va être visible à l'exécution seulement. Ok, dans ce cas, ce que je vous propose, parce que dans ce cas-là, on n'a pas les messages d'erreur affichés par le compilateur. Dans ce cas, il faut mettre, je vous conseille de mettre des printf. Donc, essayez par exemple, vous allez mettre quelques portions de votre programme en commentaire pour deviner où se trouve le problème. Vous mettez un printf, vous mettez là, je suis en train de lire, là, je suis. Comme ça, vous allez retrouver l'erreur. Alors, pour la fonction palindrome, alors voilà, je ferme la parenthèse. Pour la fonction palindrome, en entrée, j'ai quoi? J'ai deux paramètres. Le premier, c'est la tête de la liste, c'est-à-dire la liste originelle. Et son inverse, je vais le calculer à l'intérieur de la fonction. D'accord? Je vais pas le calculer à l'extérieur. Bon, vous pouvez faire le choix de le calculer à l'extérieur et de l'envoyer à la liste palindrome. C'est pas faux. Mais on préfère de le mettre à l'intérieur de la liste palindrome. C'est-à-dire là, j'appelle la fonction palindrome avec la tête et là, j'ai un pointeur D qui va me servir à mémoriser où commence ma plus longue liste palindrome. Par exemple, là, dans notre cas, le D header va être égal à 2. D'accord? C'est-à-dire, il va pointer vers le deuxième élément de la liste. Voilà, donc là, j'ai L qui reçoit la longueur du plus long palindrome. Ensuite, en utilisant le L et en utilisant le pointeur D, je vais pouvoir afficher ma plus longue liste palindrome. Donc, si j'essaie d'exécuter, voilà, je vais mettre 4. Donc voilà, bon, c'est un affichage que j'ai mis. Il me dit le plus long palindrome, il est égal à 3 et highlight la liste qu'il a trouvée, c'est-à-dire il a trouvé la bonne liste. 2, 3, 2. D'accord? Ça, c'est à l'exécution. Bon, je vais vous envoyer ce code bien sûr tout à l'heure. Alors ça, c'est pour le calcul de plus long palindrome en utilisant une liste inverse. Maintenant, il existe. Oui, bien sûr, je peux utiliser un autre exemple. Alors, par exemple, c'est quoi l'exemple qu'on a utilisé dans l'exercice? Je ne sais plus comment c'est. Enfin, commencer par n'importe quoi. Voilà, le plus long palindrome, c'est 5. Et le voici, 2, 3, 7, 3, 2. D'accord? Alors, D, en même temps, l'inverse, après expression, devient palindrome. Sinon, ni. Oui, le D. Oui, le D, Naya, c'est vrai. On pourrait mettre D à nul. D'accord? C'est-à-dire là, si on pourrait mettre D à nul pour dire que on n'a pas trouvé de palindrome. C'est que la liste ne contient pas de palindrome. D'accord? Dans le cas win, on considère pas les palindromes de longueur 1, c'est-à-dire un seul élément. Non, cette solution n'est pas la meilleure. Je vais vous donner la meilleure solution. Alors, oui, je vais vous envoyer le code source, c'est celui de la fois passée, c'est-à-dire les tableaux et les chaînes de caractères. Alors, la meilleure solution, c'est la solution où on crée l'inverse au fur et à mesure. Je crois que je l'ai vu, il y a quelqu'un qui m'a envoyé. Je ne sais pas qui c'est.
Je, parce que, Madame, vous pouvez effacer le schéma, s'il vous plaît. pardon? Est-ce que vous pouvez effacer le schéma qui apparaît dans l'écran? Oui, je vais l'effacer. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, alors pour la meilleure solution, il y a quelqu'un qui m'a envoyé, mais je ne sais plus qui c'est, sans l'inverse d'une liste, c'est-à-dire que on va créer l'inverse de la liste au fur et à mesure. C'est-à-dire, bon là je vais devoir reschématiser pour que vous compreniez, j'ai pas le choix. Hein. Donc, on va utiliser du nom. Alors, si je reprends ma liste, pour la deuxième solution, je vais vous expliquer son fonctionnement. Ensuite, vous voyez comment vous pouvez dérouler chez vous. Et un, nul. Alors, pour la deuxième solution, on va pas utiliser un espace mémoire supplémentaire. D'accord? C'est-à-dire que la complexité spatiale, elle va être de O de 1. Bon, comment va-t-on faire? On va créer l'inverse au fur et à mesure. C'est-à-dire que, au départ, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer cette liste-là. La liste qui contient l'élément 1 seulement. Là, je m'excuse pour l'écriture. D'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je crée une liste qui va contenir l'inverse, mais je le crée à fur et à mesure. C'est-à-dire que là, je crée un seul élément, la liste inverse qui contient un bruit. Peut-être que c'est le ventilo de ma machine. Donc là, je crée l'inverse au fur et à mesure. Donc voilà ce que je fais. Je prends le premier élément et je le mets dans une liste. D'accord? Il va être tout seul. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans le code directement. Alors là, j'ai trois pointeurs. J'ai précédent, courant. Non, là, je me suis trompée d'écriture. Courant, précédent et suivant. Voilà, j'ai trois pointeurs. Vous arrivez à m'entendre? Ok. Bon, donc là, je vous disais que j'ai trois pointeurs. J'ai précédent, courant, et là, j'ai le suivant. Bon, le courant va me servir à parcourir la liste. D'accord? Le suivant. Dans cette liste 2, c'est la plus grande liste palindrome, c'est ça? 2, vous voulez dire la plus longue, elle est de longueur 2. Non, c'est la liste originale et après la plus longue liste palindrome. La plus longue liste palindrome, elle est là, on la voit, c'est 2, 3, 2. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai pas compris votre question. Je vais dérouler la liste complète. La première. La première liste complète, c'est Oui. celle-ci. Tout ça, de 1 jusqu'à 2. Parce que si on prend un exemple dans le cas si on avait 2, 3, 7, 3, 2, 12, 24. Et après, la plus grande liste palindrome, c'était 2, 3, 7, 3, 2. Ah oui, c'est ça. Ça, moi, je suis en train d'utiliser un exemple pour pouvoir dessiner, c'est tout. C'est-à-dire que là, j'aurais pas beaucoup d'espace sur mon... D'accord? Alors, qu'est-ce que je disais? Alors, j'ai un pointeur précédent, un pointeur courant et un pointeur suivant. Alors, le pointeur courant, il pointe vers l'élément de la liste inverse, c'est-à-dire par exemple ici. Le pointeur suivant, il pointe vers le suivant de
de cette inverse. Donc là, je vais l'appeler C pour courant. Et là, on a le suivant تاعو, il est un nul. D'accord? Monsieur, là, là. Précédent تاعو, il est un nul. Donc celui qui précède le 1. Le suivant, il pointe toujours vers la liste originale. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je fais? À fur et à mesure, je suis en train de créer la liste inverse. Et là, on va compter le nombre d'éléments communs. Le nombre d'éléments communs entre la première liste principale et la deuxième liste inverse que je suis en train de créer à partir de la liste principale. Le nœud 1, c'est le même nœud qui existe dans la liste principale. C'est-à-dire que dans ce cas, on est en train de modifier la liste originale. Je suis en train de travailler sur la liste originale. Et je fais ça seulement, pourquoi? Parce que dans le C, il me le permet. Donc, pourquoi? Parce que le C, quand je n'envoie pas l'adresse de la tête de ma liste, tous les changements que je fais à l'intérieur de ma fonction ne seront pas sauvegardés. Maintenant, si on vous pose la même question, c'est-à-dire on vous dit écrire une fonction qui trouve le plus long palindrome dans une liste chaînée, mais en langage C, comme en C++ ou là en Java. Dans ce cas, vous ne pourrez pas utiliser la fonction, cette solution-là. Pourquoi? Parce que dans le C++ ou dans le Java, c'est-à-dire là, on est dans l'orienté objet, ces deux langages-là, par défaut, quand vous envoyez une variable, elle va être envoyée par adresse. D'accord? Donc, je ne pourrais pas utiliser cette solution-là. Pourquoi? Parce que c'est une solution qui modifie ma liste. Nous, on peut l'utiliser parce que dans le C, on a l'option soit on envoie par adresse, soit on envoie par valeur. D'accord? Donc, je disais que le nœud 1, c'est le même 1 la liste originale. Donc, je l'ai modifié. Donc, j'ai coupé le lien entre le 1 et le 2 et j'ai créé le 1 tout seul. D'accord? Ensuite, je vous disais, qu'est-ce qu'on va faire? On va compter le nombre d'éléments en commun. D'abord, on commence par vérifier les palindromes impairs, c'est-à-dire qui sont de longueur impaire. 3, 5, 7, etc. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le précédent et on utilise le suivant. D'accord? Bon, là, vous n'arrivez pas à le voir parce qu'on a un seul nœud, mais vous allez le voir quand on utilisera le deuxième nœud. On rajoutera le deuxième. Donc, je fais C reçoit 2 fois compteur commun précédent suivant plus 1. Et là, pourquoi je fais fois 2 et plus 1? Parce qu'on est en train de compter le nombre d'éléments en commun. Si je trouve que la liste fera un seul élément en commun, ça veut dire que la liste palindrome, elle est de longueur 2 plus 1, donc elle est de longueur 3. D'accord? C'est pas comme quand je suis en train de compter le nombre d'éléments en commun, je suis obligée de faire fois 2. Parce que la longueur, la taille de ma liste, elle va être fois 2 plus 1. OK? Ça, c'est pour le cas impair. D'accord? Donc, je fais C, reçoit 2 fois, compteur commun précédent suivant. Donc, je vais compter le nombre d'éléments en commun dans la liste qui commence par le suivant. Donc, le suivant, je suis dans la liste principale. Et dans la liste qui commence par le précédent qui se trouve dans la liste inverse que je suis en train de créer à fur et à mesure à partir de la liste principale. Madame, Après, je fais quoi? vous pouvez répéter. Oui, alors, Merci. oui, elle peut avoir des éléments en commun, mais là, vous allez voir quand on déroule ce cas-là, vous allez voir qu'on va trouver effectivement le nombre d'éléments en commun qui va nous donner est-ce que la liste elle est palindrome ou pas. C'est-à-dire que c'est pas seulement le fait de compter le nombre d'éléments en commun, c'est le nombre d'éléments en commun entre l'inverse et entre la liste. C'est pas en commun entre deux listes. Hein. En plus, il faut voir à partir de quel nœud je commence. Je commence pas par n'importe quel nœud. C'est-à-dire que toute cette construction-là de la liste, elle est faite afin de trouver le palindrome, qu'il soit pair ou qu'il soit impair. Donc, je disais que là, on va compter le nombre d'éléments en commun
entre la liste qui commence par le... Bon, là, je vais mettre ici, c'est le suivant. Donc, je vais mettre S. Par le suivant. Donc, je commence dans la liste originale par le suivant. Et dans la liste inverse, je commence par le précédent. D'accord? Là, c'est nul. Donc, ça va me retourner 0. Donc, est-ce que 0 est inférieur à 0? Non. Alors, je disais que je commence par le précédent pour compter le nombre de listes, la taille de liste impaire. Maintenant, regardez, pour que vous compreniez, quand je vais créer le prochain inverse, qu'est-ce que je vais faire? Oh non. Ça, c'est le 2. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Hadi, d'accord? Donc là, je suis en train de construire l'inverse à fur et à mesure. Donc là, le précédent, le courant, ça va être ça. Ça, le courant, c'est le premier élément de la liste inverse, le courant. Et le précédent, c'est celui qui le précède. Donc, maintenant, le précédent, ce n'est plus nul. Le précédent, ça va être le 1. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, quand je compare, je compte le nombre en commun entre précédent et suivant. Maintenant, le suivant, c'est qui? C'est ça. C'est le 3. Quand je compare, est-ce que le 1, je commence par le précédent, est-ce que le 1 est égal au 3? Si je trouve qu'ils sont égaux, qu'est-ce qui va me retourner? Compte commun précédent suivant, ça va me retourner 1. 1 fois 2, c'est 2, plus 1, c'est 3. Oui, ça serait vrai. Imaginez que j'ai un 2, j'ai un 3, pardon. Imaginez que j'ai un 3. Ça veut dire que là, j'avais un palindrome. 3, 2, 3. D'accord? Donc, quand je commence par le précédent, je suis en train de trouver les listes palindromes qui sont de longueur impaire. D'accord? Donc là, je compare le précédent avec le suivant. Je compte le nombre d'éléments en commun de la liste qui commence par le suivant avec celle qui commence par le précédent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais comparer ce nœud-là avec celui-là. Si je trouve qu'ils sont égaux, ça veut dire que j'ai le compteur commun, c'est-à-dire la fonction compteur commun va me retourner 1 parce que le celui-là est égal à celui-là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, j'aurai 2 fois 1, c'est 2, plus 1, c'est 3. Donc là, j'ai trouvé une liste palindrome de longueur 3. OK? Ensuite, j'ai if max supérieur à C, max reçoit C. Ça, c'est pour les listes palindromes de longueur impaire. Vous voyez à peu près comment ça marche. C'est ça l'exemple. Mais nous, comme il y a un 1, donc on n'aura pas de... Ça va retourner 0. C'est-à-dire il n'y aura pas de éléments en commun entre les deux. Donc vous voyez qu'on peut utiliser le nombre d'éléments en commun, mais il faut juste savoir par où commencer, sur quel nœud se positionner. D'accord? Maintenant, quand je trouve qu'il n'y a pas de cas de liste impaire, je vais vers le cas de liste paire. Pour aller vers le cas de liste paire, je commence par le courant. Même y a-t-il une longueur d'un palindrome paire? Oui, pour le palindrome paire, on utilise, c'est cette instruction-là. On va compter le nombre d'éléments en commun entre la liste qui commence par le nœud courant et celle qui commence par le suivant. D'accord? On compte entre ces deux-là, courant suivant pour les listes paires et précédent suivant pour les listes impaires. Et là, on fait 2 fois compteur commun.
Ok, donc la même chose ici, on va compter le nombre d'éléments en commun qui existent entre courant et suivant. Et là, on va trouver que c'est 0, donc on n'a pas trouvé de palindrome. Ensuite, après, à chaque itération, qu'est-ce qu'on fait? On fait précédent reçoit courant et courant reçoit suivant. D'accord? Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, par exemple, ici, qu'est-ce qui va se passer? Oui, compteur commun, c'est une fonction. La voici. Elle prend en entrée deux listes et elle compte le nombre d'éléments en commun. Là, on a un compteur initialisé à 0. Là, j'ai une boucle for que je parcours en utilisant les deux listes. Et tant que on va parcourir toute la liste, voilà, jusqu'à ce que la liste s'arrête. Donc, si je trouve un élément qui est... Madame, Oui. pourquoi vous avez mis for après point virgule puis une condition? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que tant que... Ah non, j'ai mis un point virgule. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin d'initialiser A et B. A et B, je sais que c'est des pointeurs, ils sont déjà initialisés. Et ça, A et B, ça veut dire que les deux sont différents de nul. Ça, c'est le et logique. On met deux et commercial pour le et logique. Ça remplace de faire A différent de nul et B différent de nul. D'accord, merci. De rien. Donc ça, c'est la fonction compteur en commun. Ensuite, ici, on va, je vous ai dit à chaque fois, voilà ce qu'on fait. Précédent reçoit courant et courant reçoit suivant. C'est-à-dire à chaque fois, je rattache, par exemple, à la prochaine itération, le 3 va se trouver ici. C'est lui qui va être le courant. Le précédent va être le 2. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer là, à la prochaine itération? Oui, si on veut changer la liste, on transmet le pointeur vers la tête, c'est-à-dire l'adresse de la tête. La transmission par valeur et par adresse, je vous ai dit que c'est par rapport à l'étoile. On transmet le pointeur vers, c'est-à-dire l'adresse d'une variable. Donc là, le 3 va se trouver ici. Je vais remonter de chemin. Alors, le 3 va se trouver là. Donc, c'est lui qui va être. Oui. Palindrome qui commence avec 2, oui. Deux palindromes qui commencent par 2. Ça veut dire que head la liste, elle commence par 2. Non, on n'aura pas d'erreur. Dérouler, vous allez voir. C'est-à-dire que si vous avez un doute, il suffit de dérouler. Là, je suis en train de dérouler un exemple. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire comment? Vous allez dessiner dans un brouillon. Vous allez voir comment vous allez exécuter les instructions. Et à chaque fois, vous mettez à jour les pointeurs précédents, suivants, etc. Ok? Donc là, le courant, c'est ici. Et précédent, il est là. Et là, on a le suivant. Donc, à cette itération, qu'est-ce qui va se passer? On va compter le nombre d'éléments en commun entre la liste qui commence par précédent et la liste qui commence par suivant. Donc là, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que 2 est égal à 2. D'accord? Et dès qu'on trouvera ça, on sortira. Pourquoi? Parce qu'on aura parcouru toute la liste originale. Donc, le 1, il va pas être pris en considération. Donc, après l'appel de la fonction compteur commun, elle va me retourner 1. 1 fois 2, c'est 2, plus 1, c'est 3. Donc là, on vient de trouver la liste palindrome 2, 3, 2. D'accord? Donc là, max va être égal à 3. Ensuite, quand j'appellerai la fonction compteur commun
avec le courant et le suivant, c'est-à-dire que je vais comparer la liste qui commence par suivant et celle qui commence par courant. Donc, je vais comparer 3 et 2. Ils sont pas égaux, donc je sors de la boucle. Donc, là, le max ne va pas être mis à jour. OK? Et là, on va sortir avec un max qui est égal à 3. Et effectivement, le plus long palindrome dans ce petit exemple, c'est 2, 3, 2. C'est clair? مدام راح ترسل الكورس هذه Quoi? Répétez, je n'ai pas bien entendu. مدام le code source Le? J'ai pas bien entendu votre question. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Le code, oui, de cet algorithme. Qu'est-ce qu'il a? Je vous l'envoie. Oui, bien sûr, je vais vous l'envoyer. Je vais vous envoyer le code. C'est un code تاع les listes. وعندي un code تاع les listes تاع les chaînes de caractères اللي درناهم la dernière fois. Je vais vous l'envoyer. Donc, qui تخلص la séance, je vais vous l'envoyer. Alors, pour afficher la plus longue liste, le code, il prend pas en considération c'est-à-dire, comment dirais-je? C'est pas comme le code palindrome. Pour la fonction palindrome, on lui a rajouté une variable qui va servir à afficher la liste. Mais cette fonction-là, max palindrome, elle ne fait que calculer le plus long palindrome. Mais bien sûr, vous pouvez sauvegarder cette information. Par exemple, l'information, c'est-à-dire à partir d'où commence le deuxième palindrome, c'est ce nœud-là. C'est la variable 2. Mais là, je ne sais pas ce qu'on peut le faire. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'inverser la liste. Donc, en principe, on peut le faire, oui. On peut le faire. Donc, c'est à partir du précédent. Donc, si vous trouvez la plus longue liste, en utilisant le précédent, le début de cette liste, c'est le précédent. Parce que là, c'est quoi? Le début de la liste palindrome, c'est ça. Et le nœud. Le nœud, c'est celui-là. C'est ici. D'accord? Donc, c'est le pointeur précédent dans le cas impair. Non. C'est le pointeur précédent qui va me donner le début de ma liste. Donc, vous retournez le pointeur. Et dans le cas pair, je crois que c'est le courant. C'est le pointeur courant qui va me servir à trouver la plus longue liste palindrome. Voilà, si vous voulez l'afficher, bien sûr. Mais bon, là, on nous a pas demandé d'afficher. Mais c'est vrai, l'affichage, c'est important de voir est-ce que j'ai bien trouvé la plus longue liste. Est-ce que c'est pas un coup de chance? C'est ça. Ok, donc voilà. Ça, c'est pour la deuxième solution. Mais je vous ai dit que cette solution, si vous l'implémentez en C++ ou en Java ou un autre langage où la transmission par défaut, elle est par valeur. Alors, pour celui qui m'a dit, ou celle, je sais pas si c'est une fille ou un garçon, il m'a dit que j'ai pas compris la transmission par valeur et par adresse. Bon, je vais passer ça. Alors, je vais le répéter, c'est pas grave. Donc, par exemple, quand je veux transmettre par adresse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux changer la variable que je transmets à la fonction. Donc, je vais chercher Bon, par exemple, la fonction ajoute-tête. Qui ajoute un élément en tête de la liste. Je lui transmets l'adresse de la tête. Pourquoi? Parce que cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée un nœud, elle l'initialise et elle va le rattacher à ma liste. C'est-à-dire que c'est elle qui va rattacher la tête à ma liste. OK?
Donc là, j'ai besoin de transmettre l'adresse de la tête. Si je transmets pas l'adresse, c'est-à-dire je transmets la valeur. Comment on transmet la valeur? On enlève l'étoile. C'est l'étoile qui me sert à dire que je suis en train de transmettre une adresse ou bien je suis en train de transmettre par valeur. Par exemple, la variable E dans la fonction ajoutée, c'est une variable de type entier. Si par exemple, je fais E reçoit 0, quand je sortirai, c'est-à-dire après l'appel de la fonction ajoutée, donc si je vais dans le main, par exemple, ajoutée, on a envoyé le E. Le E, c'est un entier que l'utilisateur a donné. Si je fais printf E, je vais voir que le E, il n'a pas changé. Pourquoi? Parce que je fais une transmission par adresse, par valeur, pardon. D'accord? Bon, on va essayer de faire ça. Normalement, tout est expliqué dans... Alors, tout est expliqué dans le je vous ai envoyé dans le diapo. Vous allez, celui ou celle qui n'a pas compris la transmission par adresse ou par valeur, vous allez vers la fonction permis que j'ai donnée dans le cours et vous allez voir la différence. Avec le code, vous le prenez, vous le copiez dans votre éditeur de texte et vous le compilez. C'est en compilant, en pratiquant qu'on comprend. Mais après, vous ne programmez pas et vous me dites j'ai pas compris. Il faut essayer pour voir. Alors, on peut faire une fonction et modifier la liste et on retourne la tête sans utiliser les étoiles. Oui, bien sûr, bien sûr. La fonction ajout tête, ça c'est un choix de transférer la tête. Mais ne les embrouillez pas. Déjà, s'il n'a pas compris, moi, pourquoi je prends cet exemple, c'est juste pour montrer que je fais la transmission par adresse et la transmission par valeur. Je fais la transmission par valeur sans utiliser d'étoiles. Donc, par exemple, la variable entière E, elle est transmise par valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à l'intérieur de la fonction. Quand je fais E reçoit 0, il nous la fonction ajoutée, c'est-à-dire après que j'ai appelé ajoutée, ici, quand j'affiche le E, je vais voir qu'il n'a pas changé, mais oulesh égal à 0. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envoyé son adresse. J'ai envoyé une valeur. Mais lequel je change le E, je dois transmettre son adresse. Donc, je fais l'étoile. Et pour le changer à l'intérieur de la fonction, je dois mettre tani étoile. D'accord? Parce que E, dans ce cas-là, dès que je mets l'étoile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un pointeur vers un entier. Donc, c'est l'adresse d'un entier. Pour accéder au contenu d'une adresse, je dois mettre l'étoile. D'accord? Bon, on essaiera d'expliquer ça en présentiel. C'est encore mieux. Parce que là, je ne vous vois pas. Je ne sais pas ce que vous avez compris ou pas. D'accord? Madame, est-ce que je peux vous poser une question sur les matrices? Oui. Pour le tri d'une matrice, dans le cas où on n'utilise pas un tableau dynamique, Un tableau dynamique. on peut faire le tri en utilisant un tableau dynamique, c'est-à-dire on recopie toutes les valeurs de la matrice, après on le trie, après on les recopie dans la matrice. Ça, c'est pas un tableau dynamique. Ça, c'est en utilisant un tableau. Il peut être statique. Oui, il peut être statique, mais il vaut mieux utiliser un tableau dynamique. Ah là, je suis pas obligée d'utiliser un tableau dynamique. On peut utiliser... Parce que je connais la taille de ma matrice. Je sais le nombre de lignes et de colonnes. Donc, le tableau que je vais créer, qui est intermédiaire, va être de la taille n fois m. Donc, le nombre de lignes fois le nombre de colonnes. Et avec ça, je vais créer mon tableau. Ah oui, merci madame. Mais est-ce qu'on peut faire autrement?
Oui, en utilisant le tri sélection, c'est-à-dire qu'on parcourt la matrice plusieurs fois et à chaque fois, on ramène le plus petit élément vers le début de la matrice. Là, on aura plusieurs boucles imbriquées. Oui, voilà. Donc, il vaut mieux travailler avec un tableau. Oui, bien sûr, on vaut mieux travailler avec un tableau, D'accord. Merci, madame. de rien. Mais les algorithmes de tri, c'est toujours, c'est-à-dire ce sont des algorithmes qui consomment beaucoup de... Complexité n au carré, madame, pour les algorithmes de tri, la majorité. Oui, on a le n log n avec le tri par tas, le tri rapide, etc. Mais en général, oui, les algorithmes de tri consomment beaucoup de temps en mémoire, D'accord, merci. de rien. Madame, Oui, vous pouvez rapidement répéter l'idée de la première solution? euh, c'est-à-dire par liste inverse. Oui, la première, votre solution. D'accord. Donc, dans la liste inverse, qu'est-ce que je fais? Je crée une liste inverse de ma liste et bon, je dois schématiser là. Je peux pas parler à cas sans enchaînement. Attendez. Je vais mettre un nom pour pouvoir dessiner. Alors, j'ai la liste originale. Bon, la solution que je vous ai donnée avec la liste inverse n'est pas la solution la plus optimale. C'est-à-dire que je peux encore l'améliorer, pardon. 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1. Je vais mettre un N pour dire que c'est mieux. Donc, qu'est-ce que je fais? Premièrement, je me positionne sur un nœud. Initialement, c'est le premier nœud. Je me positionne dans le premier nœud. Qu'est-ce que je fais? Je cherche tous les sous-ensembles commençant par ce nœud-là. Donc, je teste, est-ce que ça, c'est un palindrome? Est-ce que ça, c'est un palindrome? Et est-ce que ça, c'est un palindrome? Alors, qu'est-ce qui me permet de faire ça dans mon code? C'est la boucle while p différent de nul. C'est une boucle qui va servir à parcourir l'inverse. Et là, j'ai la boucle while t différent de nul. T, il pointe aussi vers l'inverse. Alors, t et y, c'est deux pointeurs. Le premier, il est sur la liste principale et le deuxième, il est sur l'inverse. Donc, t, il est là et y, il est là. D'accord? Et je compare à chaque fois nœud par nœud. Est-ce que ça est égal à ça? Est-ce que ça est égal à ça? Etc. À chaque fois, quand je trouve que c'est égal, j'incrémente mon compteur K. Là, j'ai utilisé un K, K++. D'accord? Bien sûr, là, je vous ai dit qu'on aurait pu ne pas parcourir toute la liste, c'est-à-dire, dès que je trouve la moitié, parce que dans les palindromes, en général, par exemple, dans les chaînes de caractères, on parcourt la moitié du tableau. On parcourt pas toute la chaîne de caractères et on utilise les indices, c'est-à-dire un indice je crois, I-J plus 1 ou un truc comme ça, qui va nous permettre de nous positionner sur le tableau, c'est-à-dire sur la chaîne, sans avoir à parcourir toute la chaîne. Bon, donc je disais, je compare élément par élément et à chaque fois j'incrémente. Dès que je trouve que ce n'est pas égal, je sors. Par exemple, là dans la première itération, quand je trouve que 1 n'est pas égal à 2, je fais break, donc je sors directement de la boucle, cette boucle-là avec le T. Quand je sors de cette boucle-là, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je passe au palindrome suivant, c'est-à-dire au sous-ensemble suivant. Le sous-ensemble suivant, c'est quoi? C'est celui-là. 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer par... Je ne dois pas commencer par le 2, la liste inverse. Je dois commencer par le 3.
D'accord? C'est pour ça que ici, on fait P reçoit P flèche suivant. Donc, je dois avancer dans la liste inverse. Ensuite, je refais T reçoit P, sachant que P a été incrémenté. Donc, je passe vers le nœud suivant dans l'inverse, c'est-à-dire que je suis en train de chercher le sous-ensemble suivant. Est-ce qu'il est palindrome ou pas? D'accord? Etc. C'est-à-dire à chaque fois, la boucle avec le T, ça me sert à vérifier est-ce que c'est un palindrome. La boucle avec le P, ça me sert à passer au sous-ensemble suivant qui commence par le nœud S. D'accord? C'est-à-dire, là, le S, il change pas. Le S, c'est-à-dire, le S, il pointe toujours vers, dans la première itération, vers le premier nœud. Et c'est le Y qui va me servir à comparer les deux listes. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'aurai comparé tous les sous-ensembles du nœud S, j'avance dans le S. Je fais S reçoit S flèche suivant. C'est-à-dire que je passe vers le nœud suivant. Dans ce cas, c'est le 2. Donc, je fixe le S vers le 2 et je reviens vers l'autre boucle. La boucle avec le P et le T. D'accord? Donc, le P va me servir à sélectionner les différents ensembles. Et le Y va me servir à parcourir la liste plusieurs fois. Donc, je teste d'abord avec le sous-ensemble qui commence, par exemple, ici par 2, après celui qui commence par 3, après celui qui commence par 2. D'accord? Est-ce que c'est bon? D'accord, merci. De rien. Pardon, madame. Oui. Vous pouvez nous expliquer la fonction inverse? La fonction inverse. La fonction inverse, elle est très simple. Alors, la fonction inverse, j'ai une liste en entrée. C'est une fonction de type liste, c'est-à-dire elle crée l'inverse de la liste qui est en entrée et elle la retourne. D'accord? C'est-à-dire elle retourne la tête de la liste inverse qui vient d'être créée. Donc, là, qu'est-ce que je fais? Je fais P reçoit S et Q reçoit I. Après, je fais ajout en sachant que Q, il y a la tête de ma liste inverse. D'accord? Alors, je vous mets commentaire Q, tête de liste inverse. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais ajout tête Q, P, flèche, val. D'accord? Donc, ça reçoit S. P reçoit P, flèche suivant, donc il va être égal à nul. Donc, là, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté le premier élément. D'accord? Maintenant, on va créer la fonction, la liste, pardon, de manière LIFO. D'accord? C'est-à-dire last in, first out. Last in, c'est quoi? Dans ce cas-là, le premier nœud de la liste originale il va être le dernier nœud. D'accord? Ah oui, c'est clair. D'accord? Madame, Oui. dans le cas où on va pas utiliser notre tête, notre liste, est-ce Oui. qu'on peut faire un changement de valeur de la liste S ou un changement de lien d'échange, un des deux? Oui, on peut faire le changement de valeur ou bien le changement de chaînage. Déjà, la deuxième fonction, elle est bon, درش micro. Oui, on peut utiliser en changeant les valeurs ou bien en changeant le chaînage. Déjà, la fonction max palindrome, c'est-à-dire la deuxième solution, c'est une solution qui change le chaînage, en fait. Donc, on est en train de changer la liste. Donc, oui, on peut utiliser cette solution-là. Bon, c'est bon pour qu'on puisse passer aux chaînes de caractères, etc. C'est clair, merci, madame. Quelle déclaration? Je vais essayer d'ouvrir un... Oh, excusez-moi. Alors, pour les chaînes de caractères, bon, là, c'est le code que je vais vous envoyer.
sur ce qu'on a fait la dernière fois, comparable. Je m'excuse, j'allais vous l'envoyer cette semaine, mais j'ai complètement oublié. Ça, c'est pour trier. C'est une fonction qui trie un tableau en utilisant les pointeurs. Et ça, c'est pour trier une matrice en utilisant un tableau temporaire. Voilà ce qu'on peut faire avec la taille de la matrice. On crée un tableau temporaire de la taille de la matrice, n fois n. On peut faire ça à l'intérieur de... On crée un tableau en utilisant une variable. D'accord? Je suis pas obligée de mettre un chiffre, rien. Je peux mettre une variable quand vous créez un tableau. Par exemple, ici, je peux faire des scan F. Je lis n, par exemple. Ensuite, nder int a de n. Ça, c'est autorisé, je peux le faire, d'accord? C'est-à-dire que là, quand on connaît bien les propriétés du C, je peux allouer l'espace mémoire statiquement, mais jusqu'à avoir lu le n, c'est l'utilisateur, d'accord? Bon, alors pour les chaînes de caractères, je me souviens que la dernière fois, quelqu'un m'a dit que on pouvait pas lire une phrase, parce que je crois que je vous ai donné un exercice, Michael, une phrase. Alors, on va file, on va dans le tableau blanc, la matrice, on donne une chaîne de caractères, plusieurs mots, voilà. Donc, pour lire plusieurs mots, comment vous allez faire dans le C? Je veux lire plusieurs mots. Comment je fais? Parce qu'avec scanf, on peut pas. Oui, madame, la dernière fois, ma قدروش. Ah oui, ma question tag, c'est pour ça. Oui, on peut pas lire une chaîne de caractères qui contient des espaces avec le scanf. Par exemple, je vais faire on peut. Là, je vais faire. On peut avec get, oui. Mais get, il y a un certain compilateur où on l'autorise plus. C'est-à-dire, certaines versions, maintenant, je get. Alors, donner une phrase. Oui, on peut faire avec scanf. Avec le pourcentage, etc. F. On peut aussi utiliser une option. Désolé, c'est laquelle? Là, je vais faire à part get. Il y a une autre fonction que vous avez fait. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez fait. Dans le cadre, oui. F-printf. Ah, printf. Elle affiche printf. F ou non? F-scanf. Non, fget. Fget, qui est en général utilisé dans les fichiers. Bon, je vais faire printf. Chaîne égale machine. Alors, on compile, leur donner une phrase. Donc là, je vais faire bon. Bonjour. À tous. Donc voilà. Regardez, là j'ai mis donner une phrase, j'ai écrit bonjour à tous, mais quand j'ai affiché la phrase que j'ai lue, eh ben j'ai que bonjour, c'est-à-dire que le scanf il s'est arrêté au premier espace. D'accord, je sais pas qui m'a dit que on peut avec scanf. Scanf avec l'option, oui. D'accord, donc le fichier
Oui, fgets, je peux l'utiliser pour les fichiers, mais je peux aussi l'utiliser pour le clavier. Je dois juste préciser à partir de quel... Alors, la différence entre get et fgets. Bon, get, on l'utilise pour lire une chaîne de caractères. Fget, on l'utilise pour lire une chaîne de caractères à partir d'un fichier. Alors, maintenant, si je veux utiliser get, oui, fget, on a 3 paramètres. On fait scanf et on met str4. De quoi vous parlez? str4. Voilà, avec get, je n'ai pas de problème. Chaque fois on fait scanf et on met str. fget from files. Oui, mais je peux l'utiliser pour le clavier. Il faut juste préciser que c'est stdin. Je pense à l'utiliser dans le fichier web. Alors, là, vous voyez, avec get, ça marche, mais le problème avec get, c'est elle nous autorise à dépasser la longueur de notre chaîne, et ça peut nous causer des problèmes. C'est-à-dire qu'elle nous laisse dépasser l'espace consacré à la chaîne. Donc, par exemple, la chaîne tarifée à 20 caractères, elle va m'autoriser à donner plus de 20, et là, ça va donner un buffer overflow, c'est-à-dire que je vais dépasser l'espace qu'on m'a donné sur le buffer. Alors maintenant, fgets. Alors, fgets. Qu'est-ce que je mets? En premier, je mets la chaîne. Ensuite, la longueur de la chaîne. Ensuite, je mets le fichier, dans ce cas, stdin. Stdin pour dire que c'est le clavier, tout simplement. Voilà, avec fgets. D'accord, donc vous pouvez soit utiliser get, soit utiliser fget, c'est les plus simples. Bon, هذاك اللي وراها لي scanf, je sais واحد من لي scanf. Oui. Scanf avec pourcentage anti/n, etc. Oui, si vous êtes à l'aise avec cette solution, vous pouvez le faire. Mais là, moi je préfère que vous utilisiez soit get, soit fget. C'est plus facile à mémoriser pour vous. Hein. Donc, quand on vous dit dans un examen écrire saisissez une phrase, voilà comment vous allez faire. Maintenant, donc ça c'est pour la chaîne de caractères. Maintenant, si vous êtes par exemple en train d'allouer un espace mémoire pour une chaîne de caractères. Par exemple, int longueur. Alors là, je vais mettre un printf. Donner la longueur de votre chaîne. Printf. Pourcentage D. Adresse de longueur. Ici. Où je mets size of? Oh, mais de quoi tu parles? Oui, malloc, size of char. Ça me dérange longueur. Non. Ça me dérange longueur plus 1. Il faut penser au caractère de fin de chaîne. مدام ماشي يديروا سيستم وحده هذا. Voilà. Parce que tu es en train d'allouer شحال من case راح تعطي. أنا كيقول لي l'utilisateur عنده une phrase فيها 20 caractères. هو يسحق كاع هذوك لي كاز من 1 ل 20 ولا من 0 ل 19. دوك حيوتيليزيهم كامل من بعد انا لو كاركتير دو فان دو شان وين راح نديرو. Donc c'est à moi de prévoir un caractère de plus. Parce que là, quand je lui dis donnez-moi la longueur de votre chaîne, ça veut dire combien de caractères votre chaîne contient. Donc voici la chaîne تاعو فيها 20 caractères, أنا لازم ندير 21.
Parce que هو كيقول لي la longueur تاع la chaîne تاعي فيها 20 ça veut dire في بالو راه حاب يوتيليزي كاع هادوك les 20 c'est ça donc أنا je dois prévoir une longueur un caractère de plus donc size of tile fois longueur plus 1 donc هنا كي ندير في stdin f get ندير longueur voyons comment. Alors qu'est-ce qui se passe nf undeclared je vais écrire de manière différente oui je passe par une longueur longueur de votre chaîne je mets là donne une phrase là ça a sauté alors donne une phrase alors là je crois que je dois mettre là c'est F, oui F flash on peut mettre F flash mais je crois que je peux mettre get voilà donner une phrase le son c'est bon Ilyes tu m'entends ok pourquoi on a rajouté le getchar ça c'est on fait le getchar c'est la même chose que pour le f-flash dont je vous ai parlé la dernière fois parce que le compilateur quand on fait plusieurs scanf quoi f-flash c'est pour vider le buffer c'est-à-dire que après avoir lu une variable je vide avec le buffer parce que avec la variable elle est une mémoire temporaire entre par exemple comme le bus de données le bus de données quand il transmet avec la donnée يحطها في la mémoire avec la donnée elle existe dans le bus donc pour lui j'ai pas d'espace pour écrire donc il saute d'accord bon là c'est avec getchar donc en général on fait getchar c'est-à-dire pour que le compilateur ne saute pas à l'instruction, c'est-à-dire que je suis en train d'attendre qu'il me donne quelque chose. Getcha, c'est-à-dire que je dois attendre de recevoir un caractère. Bon, si on fait avec f-flash, stdin, non, c'est pareil. Voilà, c'est la même chose. Que ce soit avec f-flash ou avec stdin, ou avec getchar, on peut avoir les deux. Donc, voilà. Donc, si par exemple, bon, des rangs comme à côté, on peut utiliser les deux. Pardon, madame. Oui. Quand on a après le scanner, un saut de ligne, printf saut de ligne. Pourquoi chaque fois qu'on dit compiler, exécuter, on devrait à l'intérieur du scanner. Non, après le scanner, on met un saut de ligne. Pourquoi يقعد غير ما يحبش دونك chaque fois تقعدي غير تقراي. Ah bon sans le f-flash نحي f-flash ولا نخليه Non, sans programme normal. Ok. Madame, j'ai pas compris le rôle de f-flash et f-get stdin. D'accord. Alors, fget, c'est pour lire une chaîne de caractères. En général, on l'utilise pour les fichiers. Là, on a fait stdin, c'est-à-dire que je suis en train de lire pour dire au compilateur que je vais lire à partir du clavier. D'accord
Ça, c'est pour fget. Pourquoi ne pas utiliser directement get? Mais ما كنتش تسمعوا كي راني نهضر قلت لكم تيتيزيوهم بين زوج سواء fget سواء get. ماشي نقولكم تيتيزيو هادي. سي لي دو. Je vous ai donné les deux. Oui, fget, elle est plus sûre que get. علاش؟ باسكو قلت لكم باللي get تقدروا ديباسيو لا لونغور تاع لاشين ما تقول لكم والو. تخليكم شو عندك اون شان تاع لاشين تاعك فيها 20 كاركتير تخليك تكتبي 25 30 تخليك ديباسي وهذه c'est dangereux dans le programme ça va te causer des problèmes dans la suite de ton programme fget là fget elle prend la longueur déjà نعطيولها la longueur en entrée تاع la chaîne donc elle est plus sûre à utiliser mais que tu utilises get c'est pas faux. Voilà, alors qu'est-ce que je disais? Alors, قالت لي الخاد صود لي non, c'est vrai. ما بغيتش تبوكلي sans fin. قلت لي ça reste نقعدو غير نقراو non ça a juste mis un saut de ligne هنايا et ça a sauté la lecture تاع la chaîne donc je vois pas D'accord. ok bon je vais faire هنايا si je lis autre chose on va dire donner un entier et on va faire scanf longueur hein, donc là en principe ça va passer directement ici bon voilà c'est le problème dont je voulais vous parler c'est-à-dire qu'il y a عندكم بزاف scanf etc. Déjà, surtout quand il y a les chaînes de caractères closes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a sauté la lecture de la phrase, on est directement passé vers la lecture d'un entier. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, si vous vous retrouvez dans un cas où vous devez lire, par exemple, plusieurs données, par exemple, qui m'a dans les exercices, dans les fils, il y a les fils. Dans les fils, par exemple, plusieurs requêtes, c'est ça, je crois que c'est des requêtes. C'est-à-dire, vous lisez plusieurs variables. À chaque fois, vous mettez scanf. Vous pouvez avoir le problème, oui, vous voyez que votre compilateur, à l'exécution, enfin, dans l'exécution, il saute certaines lectures. Donc, là, vous utilisez soit flash, soit getchar. D'accord? Donc, un des deux. Voilà. Madame, j'avais un problème de son. Vous pouvez répéter? Alors, je disais que ici, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé quand j'ai rajouté à des données un entier? Non, madame. Alors, d'accord. Donc, sans le flash et le getchar, qu'est-ce que je disais? Je disais que regardez là, qu'est-ce qui se passe? Je lis la chaîne. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Il va sauter la lecture ta fget. C'est-à-dire, il va pas lire la chaîne. Il va passer directement au scanf suivant ou là, à la lecture suivante. Donc, là, le problème, vous pouvez le rencontrer dans le cas où vous avez un tableau ou là, une liste chaînée d'enregistrement. C'est-à-dire, vous êtes en train de remplir votre liste à l'aide d'une boucle. En général, ça se passe dans les boucles. À chaque fois, vous mettez scanf le nom, scanf le prénom, scanf l'âge, scanf l'adresse. Dans ce cas-là, par exemple, regardez, il a sauté le scanf ou le fget plutôt à la chaîne. Il est passé directement au scanf suivant ou là, à la lecture suivante qui est celle de l'entier. Donc là, je lis l'entier est normal, mais il a sauté la lecture de la chaîne. Donc, si vous rencontrez ce genre de problème, ce qu'il faut utiliser, c'est soit flash, soit getchar. D'accord?
C'est bon. Madame, mais علاش parce que درنا allocation dynamique ou le saut de Non, ligne. non, ni la location dynamique, ni le saut de ligne. C'est le buffer qui va être rempli à chaque fois et qui ne se vide pas. C'est-à-dire que le problème, on le rencontre quand on fait plusieurs lectures où le buffer, il ne se vide pas. Quand il se vide pas, c'est comme si il n'a pas l'espace pour lire une autre variable. C'est un souci de temps, c'est-à-dire dans un espace de temps, il va pas se vider, il va se vider dans l'instruction suivante. Bon, est-ce que vous avez fait donc voilà, je voulais faire. Si on veut découper la chaîne qu'on vient de lire, d'accord, avec les espaces, comment je fais? C'est-à-dire, je vais trouver mot par mot. Comment je fais? Comment je découpe cette chaîne-là, enfin cette phrase? C'est-à-dire, je récupère tous les mots qui existent dans la phrase. كي تلقى اسباس تصوتي عليه. Quand je trouve un espace, On fait un saut. voilà. Donc là, on va lire caractère par caractère. C'est ça, باش نلقى l'espace. لازم نلقى caractère par caractère. Et à chaque fois, je sauvegarde ce caractère-là dans une chaîne. D'accord? Donc à chaque fois, je fais quelle est la fonction que je vais utiliser? Comment vous allez faire ça? عندي هذيك la chaîne bonjour à tous. أنا حبيت نديكوبيها ندير bonjour وحدها ونخرج bonjour ونخرج a ونخرج tous. Bon, là, par exemple, la condition, c'est, bon, bien sûr, il y a un while. Dire if chaîne de i est égale à un espace. D'accord? Donc, quand je trouve un espace, je sais que j'ai trouvé un mot. D'accord? Lire caractère, on va utiliser str4. Oui, voilà, on peut utiliser str4, c'est-à-dire on utilise une chaîne intermédiaire et à chaque fois on fait str4 à cette chaîne-là. On concatène à chaque fois là le caractère qu'on vient de lire. Mais comment je vais allouer par exemple cette chaîne-là qui va me servir à découper les mots? Comment je vais le faire? Bon, int i, soit 0. Donc, en while, je n'ai rien. Enfin, while inférieur à longueur. Ou là, strlen de chaîne. C'est ça? Ensuite, comment je fais? Je dois utiliser une chaîne intermédiaire. Comment je vais créer cette chaîne? strcopy, comment tu vas l'utiliser? Parce que strcopy, elle copie كلش, elle écrase. str4, elle me permet genre de sortir caractère par caractère, de sortir à la fin. strncopy, oui, on peut utiliser strncopy. C'est-à-dire, je copie les n premiers caractères. Donc, par exemple, c'est-à-dire que à chaque fois que je trouve un caractère différent de l'espace, je le compte. On va dire strncopy. Par exemple, K,
on reçoit 0. Là, je fais K plus plus. D'accord? On va 4, ماشي 4, ماشي U, بالA. Donc, là, qu'est-ce que je suis en train de compter? Je suis en train de compter le nombre de caractères avant la fin. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Dès que je trouve le blanc, c'est-à-dire l'espace, donc c'est un else, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Je copie, une str copie. Alors, str copie, comment elle fonctionne? Bon, déjà ici, je vais déclarer une chaîne. On va l'appeler temp. Et on va la mettre de longueur. Alors, comment je fais? str copie. Je vais premier. Bon, on va le livre là, comme. Bon, هملك شوفوا كاين f scan f fprintf هملك هادوما c'est à les fichiers. Alors maintenant je vais mettre str n cpy. Alors voici la fonction. Bon, en cas où vous voulez réviser au même. Alors str n copie, elle retourne une chaîne. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle copie au maximum. Bon, voilà. Alors, premier paramètre en entrée, c'est le but, c'est-à-dire c'est la chaîne qui va recevoir la copie. Le deuxième, c'est la source. Et le troisième, c'est la longueur max. Alors, elle procède de manière analogue à str copie, en limitant la copie en nombre de caractères précisés à l'expression entière longueur max. Là, dans notre cas, longueur max, c'est K. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais temporaire, chaîne, et là, je fais K. D'accord? Donc, si on fait ça, ou la question تاع voyelle ou consonne, est-ce que فهمتوا كيفاش دايروها؟ Les voyelles et les consonnes, comment je peux les détecter en C? Switch. Oui, on peut utiliser le switch, c'est-à-dire on compare avec les caractères. Si c'est un E, si c'est un A, si c'est un U, etc. Sinon, ça veut dire si ce n'est default, c'est-à-dire le default, c'est-à-dire ce n'est égal à n'importe, c'est pas égal à E, ça veut dire que c'est une consonne. Dans ce cas, je compte les consonnes. Et on peut aussi utiliser les codes ASCII. C'est-à-dire que si je fais if une chaîne, elle est supérieure à un certain code ASCII, bon, vous connaissez c'est quoi le code ASCII? Donc, chaque lettre de l'alphabet, elle a un code ASCII. Donc, je peux comparer avec les codes ASCII et voir est-ce que c'est une consonne? Mais bon, enfin, plutôt, est-ce que c'est une voyelle? En général, les codes ASCII, on peut les utiliser en général dans le cas où, par exemple, comme trier un tableau de caractères, c'est-à-dire une chaîne de caractères. Hein. C'est-à-dire trier une chaîne, je veux la trier. Donc, si je trie une chaîne, c'est par rapport à l'ordre alphabétique. Comment je fais? Je vais comparer avec les codes ASCII. Donc, quand je compare un caractère avec un caractère, en réalité, quand je fais if chaîne de i, c'est-à-dire if le caractère i est différent du vide, en réalité, on compare les codes ASCII qui sont des chiffres entiers. D'accord? Donc, voilà. Bon. Alors, je disais, est-ce que vous avez compris ce qu'on a fait, Naya? On est en train d'essayer de découper notre phrase. Donc, qu'est-ce que je fais?
je fais if chaîne de i différent de l'espace. C'est-à-dire que je suis en train de lire des caractères. Donc, je fais k plus plus. Bon, là, bien sûr, on doit mettre i plus plus. OK. Donc, est-ce que prenez la complexité dans l'examen, la complexité, bon, pas vraiment, non. On prend en compte le fait que ce soit juste. Bien sûr, bon, l'examen TP, l'examen de cours, je sais pas, hein, faut voir avec le chargé de cours. Un des profs, il considère le TP, non, pas vraiment. En tout cas, moi, quand je corrige, je vois surtout est-ce que le raisonnement, il est juste, est-ce que l'étudiant ne fait pas un peu n'importe quoi, etc. Mais la complexité globale, non. Bien sûr, bon, avec le fait d'utiliser des variables diades, on peut, on peut fermer l'œil parce que la résolution, c'est le plus important. C'est-à-dire, est-ce que vous avez compris comment il faut résoudre le problème? Après, Abel, comme le fait d'optimiser votre programme, je trouve que ça vient avec le temps. Quand vous programmez bizarre, à chaque fois, vous allez... Alors, mais pour le deuxième mot, str copy, elle va prendre le premier mot à chaque fois de longueur k. Exactement, oui. Donc, dans ce cas, strncopy, elle va marcher pour le premier mot, برك. Parce que là, strncopy, elle commence par 0, par la position 0. Donc, là, ce qu'on va faire, on va lire bonjour, برك. D'accord? Oui, dans ce cas, on va utiliser str4 aussi. Mais on peut utiliser strncopy ou à chaque fois هنايا نقدر ندير chaîne plus. Voilà, نقدر ندير هكا. Donc je commence, on peut faire ça. Donc en principe, on peut utiliser str1 copie, mais str4 aussi. Donc à chaque fois, je concatène. C'est ça. Bon, K plus 1, oui, K plus 1. Madame, pardon. Oui. On peut ne faire rien, dire walou, non? Dire seulement écrire, non, printf, un caractère ou dire chaîne de i. C'est printf, un caractère, mais chez la chaîne, mais chez pourcentage C, ça veut dire. oui. Pas حاجة. Un caractère dans le même livre pour avoir. Ah oui, c'est bon, فهمتك, oui. Oui, ça c'est pour afficher, c'est-à-dire هنايا, oui, bon, j'ai compris ce que tu veux dire, mais dans ce cas, on va pas sauvegarder l'information. Là, on fait printf, pourcentage. Bon, dans le cas où il faut afficher, dans le cas où il faut afficher. On va tester. Mais dans le cas où comme par exemple dans l'exercice avec la série supplémentaire où une chaîne, vous la découpez, ensuite vous la mettez dans un tableau. Donc chaque case du tableau, en réalité c'est une matrice. Chaque case du tableau c'est un char étoile. D'accord? Donc c'est une chaîne. Dans ce cas, il faut utiliser soit strncopy, il faut apprendre à utiliser les fonctions. Parce que l'exercice que je vous ai donné, ça a été donné, je crois, comme devoir. Voilà, la question. 5. Étant donné une chaîne de caractères S contenant plusieurs mots séparés par un blanc, écrire une fonction qui met chaque mot de S dans une ligne d'une matrice de caractères B et retourne son adresse. L'exercice, il est très intéressant parce qu'il va vous permettre de vérifier vos connaissances avec les tableaux dynamiques ou même statiques, où il va vous permettre de réviser les chaînes de caractères. Donc, je vous conseille vivement de faire l'exercice. Il est très intéressant. Alors, il regroupe tout. Bon, alors là, on va essayer ça. Est-ce qu'il va...
Merci. Alors, else. Ah oui, j'ai mis pas à l'intérieur. Voilà. Donc voilà, oui. Ça, c'est pour l'affichage. Si on vous dit écrire une fonction qui affiche mot par mot, donc oui, la solution de votre camarade, elle est juste. C'est-à-dire, j'affiche caractère par caractère. Donc, j'affiche les bonjours parce que quand j'ai mis le printf, j'ai pas mis d'espace ou là. Donc, les caractères, quand ils vont s'afficher, d'accord, les uns à côté des autres. علاش درت pourcentage n parce que quand j'arrive à un espace, maintenant c'est bon, j'ai affiché le premier mot. Donc, je mets un pourcentage n pour sauter la ligne, c'est-à-dire que je mets les mots la semaine. D'accord? Mais là, on peut utiliser, je vous ai dit, soit str4, soit str ncopy. D'accord? Ok, alors, pour les tableaux, ou là, les matrices, est-ce que vous avez des difficultés pour les tableaux? Voilà les matrices. Pour la transmission par adresse. Les matrices. Les matrices. STR4, après le if, à chaque fois STR4 tombe le caractère i. Chaîne de i. On concatène caractère par caractère. Oui, alors les matrices. Bon, je vais vous envoyer en bas de la solution, ma STR4. Mais je veux d'abord savoir c'est quoi le problème avec les matrices ou les tableaux. Enfin, surtout les matrices. Où est-ce que vous trouvez des difficultés? Allocation dynamique. D'accord. Oui. Quoi d'autre? Est-ce que vous avez compris la transmission d'une matrice à une fonction? Le plus simple, c'est de faire, je vous ai dit, int 2 étoiles. C'est le plus simple. C'est-à-dire mettre ou soit la size ou la déclarer une variable globale. Par exemple, là, on a size. J'ai dit que des size, par exemple, c'est une constante. Define. Pourquoi on n'a pas fait le deuxième exercice de la série des listes? Ben, par souci de temps, hein, c'est tout. On n'a pas le temps. Sinon, on n'a qu'un code de les listes. On ne pourra pas faire autre chose. C'est-à-dire que moi, je peux pas corriger tous les exercices à CAF une seule séance ou là deux. C'est impossible. Déjà, l'exercice, t'as une seule question. C'est-à-dire, t'as la liste palindrome. Ça nous a pris 1 heure. J'ai envoyé la série des piles. J'ai envoyé aux 2 délégués la série t'as les piles et les fils. Ouais. Je sais pas s'ils ne l'ont pas partagé ou là, mais je l'ai envoyé. Donc, allez, alors, Hadi, pourquoi tu me dis que est-ce que vous pouvez nous envoyer les séries des piles? J'ai envoyé la série, j'ai envoyé le cours. Oui, la prochaine fois, est-ce que ça sera en présentiel? C'est bon, on a fini les séances. Enfin, ça fait, c'est le même emploi du temps. Lundi ou mardi, c'est ça. D'accord. Donc, on se verra la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, en présentiel, on fera quelques exercices à les piles et les fils.
C'est pas très compliqué. Bon, la série remplace et fusion. Bon, ça va nous permettre de réviser les listes en fait, hein, parce que c'est des implémentations. Vous avez vu, on a fait des exercices comme implémentation en liste. Donc, ça va nous permettre. On va faire répondre à quelques questions. Alors, j'ai pas compris. Adresse, STR, CHR. Eh oui. Bon. Sauf. La chauffe et je sais pas ce que. Une fille ou un garçon. Là, aide les fonctions. STR, CHR. Qu'est-ce que vous faites? Trouvez le livre. Vous mettez là STR, CHR. Highlight l'explication. Alors, je vous ai donné le livre. Parce que parfois, je peux pas tout expliquer en détail, etc. Le livre fait كلش. Donc, tu vas dans le livre, tu recherches, tu tapes le mot-clé que tu cherches. Avec l'explication. Pourquoi les fonctions STR, la première position où apparaît le caractère mentionné. D'accord? Donc, les fonctions كامل STR, CHR, elles fournissent comme résultat un pointeur de type char étoile. Donc, tout est là. Donc, je comprends pas, je me تحوسوش في هذا le livre. ما باش بالك تقول بلي ما فيهش ولا. Mais, cherchez, vous trouvez. Exercice nombre d'occurrences de E. Oui, je vais vous envoyer le code pour les listes, les solutions. Question 5, ta fusion, c'est ça? 5 que je fais là. Oui, je vais vous envoyer la fusion de deux listes. Oui, les exercices de chaîne de caractères, alors maintenant, comme les vont aller trier des maths, je vais vous envoyer le code. Avec STR insert, STR delete, STR des remplace, etc. Exercice. Alors, est-ce que la notion de pile et fil dans le C, comme en algorithmique, c'est à nous de contrôler les conditions? Oui, la notion c'est la même, c'est-à-dire que, bon, quand on fera la semaine prochaine, Inch'Allah, les exercices sur les piles et les fils, c'est-à-dire qu'il faut chercher dans la pile, pour moi, il faut respecter la sémantique de la pile, c'est-à-dire on va devoir dépiler dans la pile, on va dépiler. En principe, c'est ça. D'accord? Même dans la file. Donc, chercher dans la file, sinon ça sert à rien. Sinon, chercher dans la pile, chercher dans la file, ça va être la même fonction. Kiff. Ça va être la même chose que chercher dans une chaîne de caractères. Donc, là, on va essayer de respecter la sémantique de la pile et de la file, c'est-à-dire que pour chercher dans une pile, je dois la dépiler complètement. En bas, je la réempile. Pour chercher dans une file, je dois la défiler complètement. Ok? Donc, on doit respecter les notions de pile et fil. Bien sûr, on bas les fonctions tawana, on les adapte à notre problème. C'est-à-dire que là, par exemple, je peux créer une fonction dépilée qui non seulement elle dépile, c'est-à-dire elle enlève le nœud, mais elle peut aussi retourner la valeur qui contient. Bien me retourner l'adresse du nœud qu'elle vient de supprimer. Okay. Bon, c'est clair. Donc voilà, je vais vous envoyer les codes pour les listes chaînées et pour les chaînes de caractères et les tableaux. Bon, pour la prochaine fois, on travaille de manière optimale la séance présentielle. Essayez de préparer toutes les questions comme à propos du TP, que ce soit à propos des listes chaînées ou là, les tableaux, ou là, les chaînes, ou là. Toutes les questions, parce que ça sera notre dernière séance, donc on ne pourra pas faire
une autre séance. Euh, donc, je vous propose de préparer toutes vos questions. Alors, page 200. Madame, on a une autre séance après la semaine de présentiel. Une séance en ligne ou là, présentielle تاني? Non, en ligne. Ah bah tant mieux, d'accord. Parce que moi, je sais pas, je suis pas au courant, donc après la séance présentielle, عندنا une séance en ligne بعد خلاص. Après les vacances, Ah oui, d'accord, vacances تاع mars. ومن بعد les examens. on بعد كاين les examens تاع les LA normalement هذيك la semaine مازال normalement arrêt de cours. Ah d'accord, oui, il faut réviser, pour que vous puissiez réviser. Oui. D'accord, ok. Oui, vous pouvez toujours me contacter par email si vous avez des questions, bien sûr. Même après, doucement, après demain les séances, c'est-à-dire après qu'on ait fini les séances, si vous avez besoin d'une séance supplémentaire en ligne, puisque en ligne, ça me dérange pas. Je dois juste vérifier mon emploi du temps. On peut faire une séance de révision si vous en avez besoin pour le C. Peut-être juste avant l'examen. On D'accord. verra. D'accord. Merci, madame. De rien. Bon, alors on va s'arrêter ici. Je vous souhaite bon courage pour le reste. Au revoir. Merci, bonne journée à tous.